Bonjour Biba. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui Biba, tu me fais l'honneur d'être ici avec moi pour ton interview à cœur ouvert. J'ai jamais fait d'interview à cœur ouvert, donc j'ai aucune idée de comment ça va se passer, ni de ce qu'on va dire. Ça Moi va non être, plus. voilà, ça va être une première, on va voir. Donc Biba, tu t'appelles donc Biba Pedron, je vais te laisser te présenter voilà ce que tu fais, d'où tu viens rapidement et puis on ira dans le vif du sujet Ok. ensuite. Donc effectivement, je suis Biba Pedron, je suis business et mindset coach. Je vis aux États-Unis depuis 17 ans maintenant, même si là en ce moment je suis en Normandie, d'où le pull. Et puis en fait, moi je suis aux États-Unis parce que c'était un rêve de petite fille. Depuis toujours, j'avais voulu être aux États-Unis. Tout le monde m'avait dit que ce serait jamais possible. Et puis j'ai réussi. Ça n'a pas été sans mal, mais j'ai réussi. Et puis en fait, pour pouvoir m'installer aux États-Unis, j'ai d'abord monté un premier business en France, un peu à l'arrache, un peu, parce que j'ai dit un jour, voilà, un vendredi soir, j'ai lassé mon boulot, j'ai démarré lundi matin en me disant, je sais pas trop ce que je vais faire, mais on verra bien. Et puis tout le monde, pardon. Tout le monde m'avait dit qu'au bout de 30 jours, j'aurais plus d'argent, il faudrait que je reprenne un job. J'ai jamais repris de job depuis, donc c'était quand même en avril 98, donc c'était il y a un moment. Et puis, ce business-là en France, à un moment donné, surtout c'était pour pouvoir moi voyager comme j'avais envie et pas simplement attendre les vacances. Et puis, à un moment donné, ça a été long, mais j'ai réussi effectivement et je suis installée à Miami, à New York. Je me suis installée à New York en 2003. Et en 2000, alors pour moi, c'était même pas les États-Unis, c'était New York et rien d'autre. Et puis en 2007, je suis allée voir deux amis, je suis allée rejoindre deux amis à Miami, sachant que j'avais aucune idée de ce que c'était. Ou l'idée que j'en avais, c'est tout le monde disait il y a des petites maisons et qu'il y a des personnes âgées. Donc c'était pas très très glamour. En plus, j'allais voir une personne âgée, donc je m'attendais pas à ce qui allait se passer. Et à la fin du troisième jour, il y a mon ami qui me dit alors, tu penses quoi de Miami? Et je lui dis, en fait, tu sais, à 6 heures ce matin, j'ai rêvé du camion de déménagement. Donc, je déménage à Miami. Et les deux amies qui étaient avec moi à ce moment-là, sur ce week-end-là, elles me connaissaient depuis longtemps, c'était des Américaines. Et elles savaient que pour moi, que ça faisait des années que je leur parlais de New York. Ça faisait 12 ans, c'était New York, New York. Et il y en a une, et l'autre, il dit, mais comment ça, en 3 jours? Et il y en a une des deux qui lui dit, non, mais tu la connais pas depuis le temps que, ça fait 12 ans quand même qu'on la connaît. Quand elle dit, dis-toi que c'est déjà fait. Donc considère qu'elle habite déjà à Miami. Et l'autre, quoi, vraiment, t'es sûr? Et puis effectivement, en plus c'était au moment où j'avais envie d'acheter un appartement, mais bon, les prix de New York, c'est pas les mêmes que les prix de Miami. Et sincèrement, quand j'ai regardé un petit peu, je regardais les annonces pendant que j'étais là-bas pendant le week-end, je me suis dit c'est pas possible, il manque des zéros. Alors tu me connais, moi je rajoute des zéros au tarif, mais là il doit manquer un zéro. Et, C'est euh, ça. et puis du coup j'ai regardé, puis j'ai dit bon non, j'ai pris la décision. Donc, alors évidemment je suis revenue 15 jours plus tard, ou je sais plus combien de temps plus tard, pour rester 15 jours pour voilà me dire est-ce que je veux vraiment habiter là, est-ce que c'est là que je vais acheter. Donc pendant 15 jours j'ai fait le tour et j'ai déménagé le 1er août 2017. Et j'ai acheté mon appartement quasiment dans la foulée. Depuis je suis à Miami pour le soleil. Parce que tout le monde me demande, ah c'est bien, c'est super Miami. Je n'aime pas les gens à Miami, la mentalité est assez pourrie à Miami. Je ne fais pas de business à Miami parce que déjà aller faire mes courses, côtoyer les locaux pour faire mes courses, c'est déjà beaucoup. Mais par contre, j'adore là où je suis, j'ai une vue magnifique. J'ai vu sur l'océan, j'ai vu sur un golfe. J'habite un endroit où j'aurais pas pu habiter ailleurs, même en France ou même encore moins à New York par rapport au prix effectivement. Mais voilà, donc j'aime bien. Et puis donc effectivement pendant longtemps, moi j'ai aidé depuis 2003, mon business il était aux États-Unis et en 2012 je l'ai switché pour coacher essentiellement des francophones. Parce que les choses commençaient à bouger un petit peu sur le monde francophone, les coachings arrivaient, les formations en ligne arrivaient, et puis il y avait des messages que j'aimais pas trop, genre vous créez un blog, vous serez riche et célèbre. Je dis ouais, vous pouvez essayer, mais ça va être un peu compliqué. Il va falloir bosser, c'est-à-dire que c'est possible. Mais contrairement, on leur montrait que voilà, vous faites 3 pages et puis ça va se passer tout seul. Donc j'aimais pas trop les messages qui étaient véhiculés à l'époque. Donc c'est ce qui m'a fait en fait en réaction me dire j'arrive sur le marché francophone. Et puis moi, ce qui me permettait aussi que ça fasse moins de concurrence que ce que j'avais aux États-Unis, parce que aux États-Unis, tout le monde était déjà coach. Alors maintenant, effectivement, en France, tout le monde est coach. Quelle que soit la profession des gens, tout le monde devient coach et tout le monde devient coach business, coach leadership. Coach en carrosserie, coach en Voilà, il y a ci, des coach coachs en... pour tout, donc voilà. Et donc, donc je suis restée 10 ans en fait entre 2006 et 2016. Je suis pas du tout rentrée en France.
ce qui ne m'a absolument pas manqué d'ailleurs. Et puis 2016, pour des raisons familiales, je suis revenue en France, je suis restée pendant 1 an en France, et depuis 2017, donc je fais la navette entre les deux. Voilà. Et puis maintenant, j'ai rajouté aussi, depuis 1 an, j'ai rajouté la Guadeloupe, donc maintenant je fais le triangle, c'est pas le triangle des Bermudes, mais je fais France, États-Unis, Guadeloupe. Et puis surtout, ce qui est plus intéressant, c'est que moi je dis toujours, moi mon but d'avoir un business, c'était de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et j'ai la chance de pouvoir avoir fait ça, et donc avoir la chance aussi de se dire, je prends des clients ou je les prends pas, ceux-là je les sens pas, donc je vais pas les prendre, et je prends pas les gens que pour l'argent, quoi. Donc pour véritablement, si les gens, en fonction du projet des gens, s'ils ont un projet qui me tient à cœur et que je vois qu'il y a quelque chose, j'y vais. Si c'est des projets qui me parlent pas, ben j'y vais pas. Et si je vois que la personne n'est pas quelqu'un de motivé, ben j'y vais pas non plus. Voilà. Si c'est vrai. Je confirme. Tu l'as vécu en live. Je l'ai vécu, ouais. Je l'ai vécu. Ah oui, bah, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne me connaissent pas, moi c'est pareil, je suis coach pour les femmes entrepreneurs. Alors moi, je suis vraiment dans la connaissance de soi. On va faire péter les blocages psycho-émotionnels, tout ce qui est inconscient et récurrent. Et j'ai fait appel à tes services pour que tu m'aides justement dans mon expansion professionnelle. Et donc aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février 2020. Et ça s'est posé comme ça, on s'est dit, tiens, c'est la journée de l'amour, hein, c'est pas que les couples. Donc on s'est mis en rose. On s'est pas concerté, mais on s'est mis en rose. On s'est pas concerté. Et aujourd'hui, moi je voulais te mettre à l'honneur parce que tu as été une personne très importante dans ma vie, dans mon parcours. Et c'est grâce à toi aussi que j'ai pu aller dans cette expansion. Donc voilà, aujourd'hui, Saint-Valentin. Je mets en l'honneur. On se connaît pas depuis très longtemps. On se connaît que depuis le mois de juillet dernier. On se connaît pas depuis. Mois de juillet 2019, c'est ça. Donc coup de cœur. Et donc c'est ce qu'on disait juste avant. J'ai connu Biba à travers les réseaux sociaux. Et puis un jour, je t'ai vu lors d'un séminaire et j'ai dit, ok, elle a exactement ce qu'il me faut. Elle me fait flipper, clairement. Biba me fait flipper. Je te regarde. Je suis allée vers toi toute tremblante. Elle va me manger, Biba. Et en fait, tu avais un grand sourire. Et c'est même toi qui as lancé limite la conversation. Donc heureusement, parce que je pense que je me décomposais. Et puis voilà. Après, j'ai pris l'accompagnement avec toi. Et j'ai découvert donc une autre facette, une autre Biba. Ton surnom c'est Biba d'amour. Je t'ai toujours appelé Biba d'amour. Depuis le premier jour, c'est vrai. Depuis le premier jour, c'est Biba d'amour. C'est pas Biba Pédron, c'est Biba d'amour. Pourquoi Biba d'amour? Parce que Biba, on a tous nos carapaces, nos histoires, tout ça. Et quand on te voit, on peut se dire, elle est comme ci, comme ça. Comme on peut me voir, c'est pareil. Mais il n'y a même pas besoin de creuser très loin. Tu vois, on a l'impression que toi, t'es loin, il faut aller creuser. Mais non, je le dis, toi, je suis là. Bonjour. Biba, elle est déjà là, quoi. C'est Biba d'amour. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite, parce que les gens quand ils commencent à me connaître, effectivement, tout le monde me dit, ouais, vous faites un peu froide, un peu distante, un peu ceci, mais dès qu'on vous connaît, c'est plus du tout ça. Et alors des fois, il y en a qui me disent, est-ce que c'est un rôle que vous jouez? Non, pas du tout. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, par exemple, ne serait-ce que marcher dans la rue, quand je marchais dans la rue avec mes parents, quand j'avais, ils me le racontaient tout le temps, j'avais même que 3-4 ans, quoi. J'étais à 100 mètres devant eux, parce que voilà, c'est moi. Moi, je tiens mon monde, moi, je machin, moi, je ceci. Donc, c'est pas du tout, c'est juste que je suis introvertie, je suis très timide, c'est-à-dire que, en dehors, dans le business, je vais facilement vers les gens. Si je suis dans un contexte hors business, si on est à une soirée sociale, le social event, là, il n'y a plus personne. Donc, je suis quelqu'un de très timide. Donc, je vais attendre que les gens viennent plutôt vers moi. Mais donc, dans le business, c'est voilà, j'ai cette carapace qui fait que c'est moi qui vais y aller. Donc, je suis assez distante, effectivement, tant que je ne connais pas les gens. Mais dès que je commence à les connaître, je me lâche. Enfin, ouais, je crois, c'est ma personnalité, c'est pas un jeu, c'est pas, j'en fais pas exprès ou quoi que ce soit. En plus, il y a beaucoup de gens qui savent que j'ai beaucoup de mal à tutoyer. Donc ça fait une distance, voilà. Parce que tout simplement, moi, d'abord, quand j'ai été élevée avec le vouvoiement. Un jour, mon père m'a repris une fois, je devais avoir 8-9 ans, donc je pense que ça m'a marqué aussi cette histoire de vouvoiement, donc c'est resté ancré en moi. Et puis surtout, quand je suis partie aux États-Unis, donc dans les années début 2000, en France, tout le monde se vouvoyait.
Avec les communistes qui se tutoyaient tout le temps. Bah, bien sûr, on tutoyait ses amis, mais quand on connaissait pas les gens, quand on rencontrait pas les gens, quand on les rencontrait, on se vous voyait. Donc moi, je suis partie, je reviens, d'un seul coup, tout le monde se tutoie. Donc j'ai un temps d'adaptation qui est un peu compliqué. En plus, quand je suis rentrée, je suis arrivée dans le monde du web marketing où tout le monde se tutoie. Donc alors je fais du vous-tu régulièrement. Et c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est que bon, quand on est dans un événement, comme là, j'étais à Rennes de nouveau à l'événement d'Hermina où on s'est rencontrés déjà en juillet. Quand j'arrive maintenant à faire en sorte que quand, voilà, je suis dans le mouvement, tout le monde se tutoie, j'arrive à tutoyer. Mais je préviens les gens parce que je dis, dès qu'on va se revoir en individuel, il y a de fortes chances que je repasse au vous. Et donc ça met aussi une distance. Et puis après, les gens, alors, moi j'ai des clients qui au bout d'un moment me disent, ah mais en fait, vous êtes sympa, Biba, ou ah mais en fait, t'es marrante, ou des trucs comme ça. Ah, voilà, tu sais, ben, pourquoi j'avais l'air comment, quoi. Alors, c'est pour ça que je dis toujours que je sais que les gens pensent que j'ai un manche à balai dans le cul et que ça surprend toujours quand je le dis, mais je sais que c'est comme ça. Mais ça a toujours été comme ça depuis que je suis toute petite. Donc, voilà, c'est juste ma personnalité. Faut faire avec. Et comme on dit, les gens, ils nous aiment ou ils nous aiment pas. S'ils m'aiment pas, je m'en fiche. S'ils aiment pas cette personnalité-là, c'est tant pis pour eux, ça. Ça va rien me retirer à moi. Donc, voilà. D'ailleurs, tu parles de quand tu étais petite, mais on en vient là, ça y est. Ça y est. On commence à y aller là. Comment elle était, Biba, quand elle était petite, justement? Très solitaire. Alors, je suis fille unique, très solitaire. En plus, quand j'étais petite, mon père travaillait de nuit. Donc, ce qui fait que le mercredi ou les vacances, lui, il était là dans la maison, mais il dormait. Et moi, j'étais dans ma chambre, je jouais dans ma chambre. Et alors, j'avais tous mes jouets, tous mes machins, toutes mes poupées. D'ailleurs, ce qui surprend souvent les gens, c'est que, voilà. Alors, tu vois pas, je vais pas montrer, parce que c'est un peu le fouillis sur le lit. Parce que là, quand je suis en Normandie, je travaille pas comme aux États-Unis, mais sur mon lit, là, il y a plein de poupées. Des poupées de quand j'étais petite ou des poupées que j'ai achetées plus tard. Et sur mon lit à Miami, il y a plein de poupées aussi. Voilà, parce que ça, moi, j'ai pas d'enfant, donc ça doit être mes bébés. Donc j'ai gardé mon premier baigneur, mon premier nounours, non, parce qu'il est un peu parti à la poubelle, il est parti en morceaux. Il a fait son temps. Mais voilà, donc j'avais mes jouets, et puis j'avais pas de problème. Donc je suis devenue solitaire parce que j'étais toute seule. Mais en soi, ça me va bien, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai le choix, je préfère être toute seule. Et c'est pour ça qu'on me demande souvent pourquoi je vis à Miami, alors que maintenant, mon business, effectivement, c'est que des francophones, mes clients. Mais parce que j'ai besoin, quand je suis ici, en plus, depuis 2016, c'est toujours un peu, je suis toujours par Mons et par Vaud, donc c'est toujours un peu un marathon. Donc moi, du coup, Miami, ça devient ma retraite. Je rentre là-bas, je suis toute seule, je vois personne. Là, quand je suis rentrée cet été, je suis restée 7 semaines. Alors, j'habite au 21e étage. Je descends quasiment pas chercher mon courrier, même descendre, pourtant il y a l'ascenseur, hein, je descends pas chercher mon courrier. Et j'ai dû sortir 3 fois de chez moi. La première fois en arrivant, je descends de l'avion, je vais faire mes courses parce que quand même il faut remplir le frigo. Voilà, je suis restée 1 mois et demi, donc j'ai refait des courses un peu. Et puis j'ai dû ressortir 3-4 jours avant de partir parce qu'on nous annonçait l'ouragan et que moi, comme j'étais sur le point de partir, il n'y avait plus rien dans le frigo. On nous disait bon alors allez chercher de l'eau, allez chercher ceci. Donc je suis ressortie une 3e fois, mais voilà, c'était 3 fois pour faire des courses. Le reste du temps, je suis toute seule chez moi, ça me va bien. Donc dans la journée, bien sûr, dans la semaine, j'ai mes clients par Zoom, donc je suis pas toute seule, je suis pas sans parler. Mais le week-end, je suis toute seule, ça me va bien. J'ai besoin de voir personne, j'ai pas besoin de sortir, je fais pas la fête, je vais pas dans tous les bars, les machins où les gens pensent que c'est un peu Sex in the City, ma vie. Non. Ah ouais, tu vas pas là-bas, toi? Non. Non. En plus, Miami Beach, je me souviens la première fois que je suis allée à Miami Beach, tout le monde parle de Miami Beach, ouais, c'est super, c'est glamour, c'est machin. Et quand je suis arrivée pour m'installer, j'avais une amie française qui habitait, elle, à New York depuis des années et qui n'était jamais allée à Miami. J'ai dit, écoute, maintenant j'ai mon appart, viens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le premier samedi soir, on s'habille, toute belle, toute machin et tout. On va à Miami Beach. On est arrivé, on s'est regardé, on s'est dit, c'est ça Miami Beach? Et c'est vraiment... le niveau, c'est dans le caniveau, quoi. En gros, c'est ça. C'est pas la jet set qui se balade sur Miami Beach. Donc on était là, donc on est allé au resto, mais on s'est dit c'est pas ça qu'on attendait. Et j'ai plein de gens, puisque pendant plusieurs années j'avais un cabinet où j'aidais les Français à s'installer, à monter leur société là-bas. Donc tout le monde dit ah Miami, et je dis allez-y, vous allez en venir.
Et quand j'avais des gens qui voulaient s'installer dans Miami Beach, je leur disais, ne vous installez pas dedans. Vous allez voir, dans 3-6 mois, vous êtes partis. Alors, il y en avait, oui, non, mais c'est bien, c'est super. Alors, j'avais des clients, des fois, j'avais des clients qui avaient une vingtaine d'années. Alors, ils sont jeunes, donc ils font la fête. Ok, allez-y. Et puis, au bout de 6 mois, c'est, Biba, vous pouvez pas nous trouver autre chose parce que là, ça va pas du tout. Je dis, ouais, puis en plus, maintenant, vous avez perdu votre caution parce que je vous avais prévenu. Que ça allait pas être, c'est pas aussi glamour que ce qu'on peut imaginer. Donc, que ce soit petite ou maintenant, si on revient à qui j'étais petite, toujours aussi solitaire, toujours besoin. Et d'ailleurs, quand je vais plusieurs jours où il y a beaucoup de monde, ça va si c'est 3-4 jours. Mais j'ai besoin de me retrouver toute seule derrière. C'est un besoin, c'est vital pour moi de me retrouver toute seule. Et je ne m'ennuie pas avec moi-même, donc tout va bien. C'est bon ça. heureusement, dans ces conditions. Et alors, donc, tu as été élevée avec tes parents, t'es fille unique. Comment était ta mère et comment était ton père avec toi et dans le modèle parental? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de problèmes avec leurs parents et qui nous racontent des histoires de Cosette. Mais moi, j'ai pas d'histoire de Cosette parce que mes parents m'adoraient. Comme j'étais fille unique, et en plus c'est mon père qui n'a pas voulu d'autres enfants parce qu'il disait toujours, parce que voilà, c'était une famille moyenne, ils travaillaient chez Moulinex l'un et l'autre, donc c'est pas des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ont toujours eu ce qu'il fallait, et qui a toujours dit, je préfère en avoir qu'une et lui donner tout ce que je peux que d'être obligé d'en avoir 2-3 et d'être obligé de partager et à un moment donné de dire je peux pas lui donner ça. Et en plus, les parents, ils étaient un peu à l'extrême, c'est-à-dire que, alors souvent on dit les enfants uniques, ils sont égoïstes et ce genre de choses parce qu'ils demandent plein de choses. Moi, je demandais rien, mais c'est eux qui voulaient que j'ai des choses. Donc, des fois, je pouvais pas dire, tiens, ça c'est joli. Ah bah, tant tu le veux. Non, j'ai juste dit que c'était joli, c'est tout. Donc, j'ai manqué de rien, j'ai pas manqué d'amour ni quoi que ce soit, j'ai rien du tout. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'entendais tous ces fameux coachs qui parlaient de leur histoire de Cosette. Oui, alors, j'ai été frappée, j'ai été dans la rue, à un moment donné, je me suis dit, mais si on n'a pas été malheureux, on ne peut pas réussir, parce que tous, ils ont une histoire là, comme ça, où ça s'est mal passé. Donc je dis, ben moi j'ai une enfance, tout s'est bien passé. Mes parents me donnaient tout ce que je voulais, même des choses. Quand j'ai eu 16 ans, mon père a voulu m'acheter une moto. J'ai dit non, je veux pas de moto. À 18 ans, il a voulu, alors j'ai eu mon permis, effectivement, j'ai eu mon permis, mais il voulait m'acheter une voiture cabriolet. J'ai dit, ben, je veux pas de cabriolet, parce que si je me retourne, je veux pas il n'y a pas de toit, donc je veux pas de cabriolet. Je me disais pareil. Donc tout a toujours, donc j'ai pas eu de problème de ça. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais voilà, est-ce qu'il faut avoir été malheureux? Alors j'ai eu mon lot après. C'est-à-dire, moi, j'ai pas eu mon lot de problèmes, d'obstacles pendant mon enfance. C'est venu un peu après. À titre personnel ou sentimental, puisqu'on parle de la Saint-Valentin, j'ai eu ça après. Mais bon, voilà, entre les deux, je me suis aperçue que c'était possible. Alors, la seule chose, effectivement, c'est que mon père, mais il avait été élevé comme ça. Donc, c'est que alors moi, je suis du genre, plus on me dit non, plus je vais le faire. C'est-à-dire, moi, ça me donne du gaz et du fioul. Plus on va me dire non, plus je vais dire, tu me crois pas? Attends, tu vas voir un peu. Donc, ça, c'était un peu... alors, c'est marrant parce que je me suis toujours pensé que ma mentalité était plus celle de mon père que celle de ma mère. Et en vieillissant, je me suis aperçue que c'était le contraire, en fait. Parce que ma mère est quelqu'un de très, très calme aussi. Et d'ailleurs, elle va voir la vidéo, elle va se retrouver. Elle est très calme. S'il y a du monde autour, elle parle pas beaucoup. On l'entend quasiment pas. Par contre, s'il y a 2-3 personnes, elle va prendre sa place. Mais s'il y a du monde, elle est comme moi, elle est en retrait et on l'entend pas. Et en fait, mon père, c'était plutôt chaque fois que je disais, bah, je vais faire ça, et à chaque fois, c'était, bah non, tu vas pas y arriver. Et c'était pas le non, tu vas pas y arriver pour me dégrader. Parce que lui, dans sa tête, et à chaque fois, et on en a reparlé après des années plus tard, j'ai dit, tu te souviens de ça, et tu te souviens de ça. Alors bien sûr, il s'en souvenait pas, mais moi, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et c'était pas pour dire, non, mais tu vas pas t'en sortir, ma fille, c'était juste, ouais, mais je veux pas que tu sois malheureuse. Si t'arrives pas à voir ça, tu veux ça, t'arrives pas à l'avoir, je veux pas que tu sois malheureuse. Et un des exemples, alors 2 exemples frappants quand j'avais une vingtaine d'années, c'est que quand j'ai fini mes études, je me suis installée à Paris, puis j'ai trouvé un job à Paris. Donc, je suis arrivée dans alors le premier studio, c'est quand j'étais étudiante, c'est mes parents qui ont payé pour moi, puis après, moi, j'ai pris un studio, j'habitais Boulogne-Billancourt. Et le week-end où je me suis installée, donc c'était un studio où les couleurs étaient un peu bizarres, mais
Bon, c'est-à-dire que la salle de bain, tout était bleu nuit. Le couloir, ou la cuisine, tout était vert pomme. Le salon, la moquette, elle était un peu de la couleur de mon pull. Donc, voilà, c'était flashy, mais tout était propre. Et quand mon père est arrivé, il me dit, attends, tu vas pas rester dans un truc comme ça. Je viens un week-end et je te repeins tout en blanc. Je lui dis, non, non, tu touches à rien, c'est propre, on touche à rien. Dans 2 ans, j'achète un appartement. Et ça, on a eu une conversation il y a quelques années maintenant, mais avant qu'il soit malade. Et lui, alors vraiment, il s'en souvient pas. Mais moi, c'est comme si c'était hier. On était dans la cuisine, on était au-dessus de l'évier. Quand je lui dis non, mais on laisse tout comme ça. Et je lui dis, de toute façon, dans 2 ans, j'achète un appartement. C'est terminé. Voilà. Et sa réponse a été, mais ma pauvre fille, tu travailles au sous-sol des Galeries Lafayette. Comment veux-tu un jour acheter un appartement? Je dis, je ne sais pas. Parce que moi, ma philosophie, c'est le où, quand, comment, j'en sais rien. Je décide et après, je fais. Et puis après, éventuellement, je trouve des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Et 18 mois plus tard, sans argent, ton appartement, j'ai acheté mon appartement. Voilà. Après, il y a eu l'histoire de la voiture. Parce que j'ai dit, je veux une BMW. Parce qu'on est jeune, on frime, machin. Et en plus, à l'époque, l'avantage, c'est que après, j'avais un job où je gagnais bien ma vie. Et donc, je dis, bah voilà, on frime un peu, j'ai 24, 25 ans, on va acheter une BMW. Quand je lui ai dit, je vais acheter une BMW, mais il fait, ma pauvre fille, tu te rends pas compte de ce que ça coûte l'entretien. Si tu as un carton, t'en as pour 3000 avec l'aile. Mais j'ai dit, ben d'abord, pourquoi j'aurais un carton? Ouais. Et puis je veux une BMW, je vais avoir une BMW. Donc, alors bien sûr, je les achetais d'occasion, mais à un moment donné, j'en changeais tous les ans. Et j'ai eu ma BMW avant mes parents, parce que du coup, lui, après, quand j'ai acheté la mienne, il s'en est acheté une. Donc c'était devenu un peu un jeu pour moi. C'est plus tu me dis que je peux pas, plus je vais le faire. Et alors bien sûr, quand j'ai dit que je partais aux États-Unis, au début, c'était ouais, non, mais tu vas en vacances, d'accord. Puis plus ça allait, plus j'y allais, plus j'y restais longtemps. Donc quand j'ai commencé à parler visa, en disant maintenant qu'est-ce que je fais pour avoir le visa, déjà c'était tu l'auras pas. Comme ça, c'était réglé. T'as pas l'argent. Comment tu peux monter un business là-bas? Tu parles même pas anglais. Tu connais personne. Ok, t'inquiète pas. Je vais trouver des solutions. Et le jour où j'ai eu mon visa, et là, pareil, on était justement ici à Granville, à l'époque où ils avaient le mobil-home sur un terrain de camping. Je reçois mon passeport avec le visa. Et je dis, ah, regarde, super, j'ai mon visa, j'ai mon visa. D'accord, ok, ils avaient dit 5 ans, ils m'ont donné que 3 ans, mais je l'ai. Et la réponse de mon père, c'est, ouais, mais ils vont pas te le renouveler. Il voulait pas que tu t'en ailles, papa. Déjà, il voulait pas. Déjà, ça c'est sûr, il voulait que je reste avec lui. Mais donc en fait, c'est toute ma vie que j'ai fonctionné comme ça. C'est pour ça que je dis toujours aux gens maintenant dans le business, le où, quoi, comment, ne le cherchez pas. Ouais. Vous savez, vous avez un truc dans votre trip, vous savez ce que vous voulez, peu importe les obstacles. Il va y en avoir plein, c'est sûr. Mais si vous savez ce que vous voulez et que vous lâchez pas, parce qu'il y a plein de gens au premier, deuxième, 10e obstacle, ils ont lâché. Moi, je lâche pas. Moi, comme je dis, je suis un bulldog. Quand je veux un truc, alors autant d'un côté, je suis super timide et je bouge pas trop et je vais pas faire de vagues. Mais de l'autre côté, quand c'est un truc que je veux moi, je suis un bulldog et je vais pas lâcher. D'ailleurs, ça a été hyper bénéfique, du coup, ce jeu entre ton père et toi qui te dit qu'il y a rien, hein, et toi, tu as cette chance d'être un bulldog, comme tu le dis. Et puis, il y a des personnes, par contre, tu vois, bah, elles se seraient empêchées, justement, d'aller chercher leurs rêves, d'aller réaliser des choses parce que, bah, papa a raison, tu vois, c'est aussi à double tranchant. Et toi, tu as cette claque. Ouais, et c'est pour ça que c'est important aussi. On dit toujours qu'il faut être authentique et vulnérable dans sa vie, dans son business et tout. Et que ce que je me suis aperçue, c'est que des fois, il y a nos histoires, c'est notre vie privée, on n'a pas nécessairement envie d'en parler ou des choses comme ça. Mais quand on commence à aborder des sujets dans ce style-là, on aide d'autres personnes. Parce que moi, je sais que la première fois que j'ai mentionné cette histoire de plus mon père me disait non et plus... Alors, excuse-moi parce que j'ai mon chauffage, là, j'ai chaud, j'ai froid. C'est la Normandie. Plus effectivement il me disait non et plus ça devenait un jeu de genre de dire tu vas voir, je vais te trouver que. La première fois que je l'ai mentionné dans un webinaire, j'ai eu plein d'emails derrière. De gens qui me remerciaient. Et je comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, c'est ma vie, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Et j'ai eu notamment une femme qui m'envoyait un email, mais long comme ça, en me disant, j'ai fini votre webinaire, j'étais en pleurs, parce que moi aussi, mon père m'a dit non pendant des années.
aujourd'hui j'ai 40 ans et tout ce que j'ai voulu faire et tous mes rêves, vous les avez faits, vous êtes passé outre, moi j'ai tout stoppé et je me suis interdit de vivre parce qu'à chaque fois il me disait non. Et il me dit, de vous avoir entendu aujourd'hui, me dit que c'est voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne pour moi parce que maintenant je vais faire, et d'abord j'ai 40 ans, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est là aussi où c'est important, et c'est pour ça qu'on dit quand on fait des conférences ou quand on parle dans une interview comme ça, on va raconter son histoire, des fois on n'est pas prêt à tout raconter. Voilà, on n'est pas du jour au lendemain, c'est pas je me mets à poil comme tu avais dit un jour, hein, c'est pas je me mets à poil et puis on voit ce qui se passe. Il y a des moments où on est prêt à dire certaines choses, des moments où on n'est pas prêt. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que chaque fois qu'on se lâche parce que sur le moment ça fait sens, là on voit le nombre de personnes qu'on impacte. Et j'ai eu exactement la même chose quand en 2015, parce que moi j'ai eu, alors c'est pour ça que je disais que mes galères je les avais eues après, j'ai un mec qui a failli me trucider, j'ai eu le cancer 2 fois en 10 ans, donc j'ai eu mon lot quand même, mais je l'ai pas eu quand j'étais petite, je l'ai eu après. Et en 2004, j'en ai pas trop parlé, parce que voilà, ça se faisait pas de dire que tu avais le cancer ou quoi que ce soit. Les gens autour de moi le savaient, ou même des clients le savaient, mais on n'avait pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Et en 2015, j'ai appris que j'avais de nouveau le cancer, genre 2 ou 3 jours avant de lancer mon sommet. J'avais quand même 3000 nanas qui étaient inscrites au sommet, et je me suis dit, je n'aborde surtout pas le sujet, parce que déjà, moi, il faut que voilà, faut que déjà que j'accepte, parce qu'au bout de 10 ans, j'avais pas prévu que ça reviendrait au bout de 10 ans. Et j'ai dit, de toute façon, c'est pas la place, donc il n'est pas question d'en parler. Je fais mon sommet pendant la semaine, il sera temps de m'écrouler en pleurs après. Et puis, une des intervenantes parle de différentes choses, et à un moment donné, elle parle de ses clients, de comment elle les aide, justement, des gens qui ont le cancer, des gens. Et plus elle parlait, plus le sang me montait, ça me chauffait, ça me chauffait, ça me chauffait. Alors on ne voyait pas à l'écran, heureusement, on voyait ces slides, mais moi ça me chauffait, ça me chauffait. Et c'est sorti tout seul, en disant, écoute Stéphanie, voilà, ça me parle vraiment parce que justement, il y a 2-3 jours, on vient de m'annoncer que j'avais le cancer du sein pour la 2e fois. Et là, j'ai une avalanche de support dans le chat. Et après, pareil, j'ai eu plein de femmes qui m'ont envoyé des emails, et une qui m'a dit, encore une fois, merci. Je dis, mais pourquoi ces gens, pourquoi ils disent merci tout le temps? Elle me dit, parce que moi, j'ai aussi le cancer, mais moi, je n'ai même pas osé en parler à ma famille. Parce que je ne sais pas comment aborder le sujet. Elle me dit, si vous l'annoncez en public, alors ça veut dire que je peux l'annoncer à ma famille ou à mon entourage. Donc c'est vraiment important de se dire, qu'est-ce qu'on est prêt à dire? Qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas dire? À quel moment? Parce qu'il y a des moments où ça vient tout seul. C'est même pas la peine de se forcer, ça vient tout seul. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque fois, on se rend compte qu'on impacte les gens et que ça fait sortir plein de choses. Quand je suis allée à Toulouse, il y a un mois, il y a deux personnes qui étaient sur scène. C'était la première fois l'un et l'autre qui montaient sur scène, et les deux pour raconter leur histoire en public. Un mec qui annonçait qu'il avait été violé pendant des années quand il était petit par son oncle ou un ami de la famille. Une femme qui annonçait qu'elle avait été violée pendant plusieurs années par une femme de la famille. Et là, c'est pareil. Donc, bon, alors maintenant, on sait qu'avec les conférences, avec les vidéos, avec tout ça, on impacte les gens. Mais ils ne s'attendaient pas l'un comme l'autre au retour qu'ils ont eu pendant le reste de la journée. Et il y a eu la femme, justement, qui disait, mais il y a plein de personnes qui sont venues me voir en pleurs. Mais je ne sais pas comment les gérer, moi, je ne sais pas quoi leur dire. Parce que, pareil, de se dire, si toi, tu viens de l'annoncer en public sur scène, moi, j'ai ça. Alors, il y a une femme qui avait eu ce problème-là, qui n'en avait jamais parlé. Une autre qui disait, je sais qu'il y a un enfant dans ma famille qui a cette situation-là, je ne sais pas comment en parler. Donc, ça délaye un peu et ça fait que les gens vont en parler plus. Et c'est le même concept, je dis toujours, le MeToo Movement, c'est parti comment? Parce qu'il y a une première personne publique qui l'a annoncé. Et que quand il y en a une qui l'annonce, elle dit, voilà, elle est super connue, elle est machin, elle est ceci, elle est cela. D'ailleurs, il y a 15 jours, je suis allée voir le film Scandale, qui raconte le début justement du MeToo Movement, par qui c'est la première, en fait, des journalistes super connus qui a annoncé, et puis derrière, toutes les autres qui ont suivi. Donc c'est ça, s'il y a quelqu'un qui a entre guillemets, le devant de la scène un petit peu, et qui se dévoile, qui est vulnérable pour raconter ses problèmes, ça aide tellement de monde que c'est important justement je vais pas dire alors c'est pas du coup on va le crier sur tous les toits non plus, mais c'est de se dire, plus je vais le dire, plus je vais partager mon expérience et plus je vais pouvoir aider d'autres personnes.
C'est clair. Ça te reste sans, tu restes sans voix. J'écoute, je suis spectatrice. Je suis plus là. Je racontais que j'ai failli me faire trucider par un mec. Alors c'était ça devait être en 2000, je crois, quelque chose comme ça, 2000 ou 2001 peut-être. Ou là, puisqu'en plus on est à la Saint-Valentin, c'était la première fois que vraiment, alors j'avais été amoureuse avant, mais c'était la première fois que c'était, voilà, c'est mec, on devait se marier quelques mois plus tard, je l'avais rencontré, j'avais pas besoin de le connaître pendant des années, je savais que c'était le bon. Avec quel âge à peu près? Enfin, la vingtaine, la trentaine, plus? Non, j'avais 40 ans, j'avais juste 40 ans puisque j'avais toujours dit avant, moi je veux pas me marier. Et si je dois me marier, je connais le mec en 3 mois et au bout de 3 mois je suis mariée. Moi j'ai pas besoin d'attendre des années comme je sais ce que je veux. Bah toi de toute façon ça va vite. Voilà. Et puis en plus quand j'étais petite j'avais dit à ma mère, de toute façon le jour de mon mariage, d'abord je me marie aux États-Unis, à Las Vegas, et en plus on sera que 4 au mariage. On aura les mariés, les témoins. Et ma mère me dit bah et moi je viens même pas à ton mariage. Ah oui d'accord, ok, bon ben on met les parents aussi. Allez, mais c'est tout. Voilà, j'ai toujours été contre les robes de mariée, contre tout ça. Et donc enfin, juste avant d'attaquer la quarantaine, je rencontre un mec et je me dis ça y est, cette fois c'est le bon. C'est là. Alors avant l'incident, avant l'incident, c'était la plus belle histoire que j'avais eue. Et je me suis dit voilà, il faut que j'attende 40 ans. Donc du coup, comme j'allais avoir 40 ans, je l'avais rencontré en début d'année, j'avais 40 ans en novembre. Donc je me suis dit enfin, voilà, je change d'avis, il y a que les cons qui changent pas d'avis, je change d'avis, j'ai envie de me marier, j'ai envie de fonder une famille, voilà, tout était prêt. Le truc de Cendrillon, quoi. Et puis, entre-temps, les choses ont un peu dégénéré. Et un jour, je me suis dit, c'est plus possible parce que, voilà, on s'engueulait tout le temps. Il y avait plus... On pouvait pas avoir juste parlé du camembert et on s'engueulait, quoi. Et à un moment donné, je me suis aperçue que je devenais très aigrie et très violente, ce qui n'était pas moi. Et à l'époque, donc justement, je faisais mes allers-retours aux États-Unis. Donc, il était venu en France, il avait rencontré mes parents le trouvaient très bien. Et quand je suis arrivée pour la 3e fois aux États-Unis, donc pendant l'été, c'est là que ça a un peu dégénéré. Et alors moi, mes parents, depuis que j'ai quitté la maison à 18 ans, on se parlait toujours toujours aujourd'hui, 1 à 2 fois par jour au téléphone. Alors quand tu habites en France, ça va. Quand tu es dans les années 2000 et la communication, c'est 5 francs la minute, on en a dépensé des thunes au téléphone. Après, ça allait mieux parce que voilà, maintenant c'est gratuit, donc mais on s'appelle toujours autant. Et donc j'avais mes parents tous les jours et puis régulièrement, à bout d'un moment, mon père il fait « Et il est où Dominique? Et il fait quoi ?» Je dis « Je sais pas, il est au travail ou il fait ça. » Et au bout d'un moment, je dis « Mais pourquoi tu me poses la question tous les jours ?» Et mon père me dit « Parce que tu n'en parles plus. » Et je ne m'étais même pas aperçue que je m'étais renfermée dans le problème parce que je voulais pas inquiéter mes parents non plus en disant « Voilà, j'ai une relation, je suis à des milliers de kilomètres, ça se passe pas bien. » Donc voilà, j'avais fermé la porte. Il me dit « Tout simplement parce que tu n'en parles plus. » Et là, je me suis dit, voilà, si eux le perçoivent de l'autre côté du téléphone, c'est qu'il y a un truc. Et puis un jour, j'ai dit, ok, c'est bon, je m'en vais parce que c'est plus moi, je suis pas quelqu'un d'agressif comme ça, je lâche démarrer au quart de tour. Je suis très impulsive et je suis très... je bouge beaucoup, donc quand j'arrive, voilà, ça bouge autour de moi. Mais là, c'était le côté méchant qui sortait. Et je dis, ça, c'est pas moi. Donc un jour, je me suis dit, bon, ça n'est plus possible. On avait eu une engueulade 3-4 jours avant. Il m'avait expliqué que, parce que je m'étais mise à pleurer suite au truc, parce que j'en avais ras-le-bol. Et il me regarde, il me fait « Ah, parce qu'en plus tu pleures maintenant. » Il dit « Attends, si je prends mon droit de frapper, tu n'auras rien à dire. » J'ai dit « Pardon ?» J'ai dit « Là, je crois que tu t'es trompé de nana, par contre. » Là, à mon avis, il y a un truc là. Il y a des choses que je veux bien tolérer jusqu'à un certain point, mais là, je crois que... Je dis, je t'assure que si tu essaies simplement de lever la main sur moi, et là, tu vas être surpris. Ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire? En plus, j'étais toute seule à New York, je connaissais quasiment personne, j'avais juste 1 ou 2 amis à cette époque-là, parce que ça faisait longtemps que j'y allais. Et puis, effectivement, quelques jours plus tard, un matin, je me suis dit, si j'en peux plus, je me lève. Alors, d'habitude, il se levait toujours l'après-midi. Comme il était prof, c'était l'été. Il se levait toujours l'après-midi. Donc, je m'étais dit, bon, allez, moi, je vais me lever à 9h. Je pars doucement, je prends mes affaires et je me casse en silence. Sauf que ce matin-là, il s'est levé avant moi. Et merde, c'est jamais comme on veut. Et en fait, la veille, j'avais déjà emmené mes affaires
une partie de mes affaires ailleurs. Et je me suis levée, j'ai pris mes affaires, j'ai commencé à emballer mes affaires. Et là, il me regarde, il me fait « Ah, tu refais ta valise ?» Je dis « Non, je ne refais pas ma valise parce que je ne l'ai jamais faite, mais là, je m'en vais. » Et alors là, ça a été le mot de trop. Il a tout cassé. Tout y est passé. Il se tapait la tête contre le frigo. Le visage, je dis en fait, j'avais l'impression de voir le diable. Si je devais avoir l'image du diable, son visage s'était transformé, c'était le diable. Donc ça m'a fait un peu peur. Et du coup, il a pris le couteau de cuisine. Et là, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est ou lui ou moi, il y en a un ou deux qui va y passer. Et du coup, à un moment donné, il part dans la salle de bain. Donc, il avait refermé la porte à clé entre-temps. Donc, j'avais du mal à réouvrir la porte. À un moment donné, donc j'arrive à aller sur le palier. Je crie au secours, au secours. En même temps, on est à Brooklyn. On est aux États-Unis. Il se passe tellement de choses aux États-Unis que les gens ne réagissent pas vraiment. Donc, je peux crier au secours dans les escaliers. Ça change pas grand-chose. On habitait au 4e étage. Je rentre, j'essaie de trouver des solutions. Il avait pété tous les téléphones et ainsi de suite. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Et je retourne sur le palier. Et là, à ce moment, il y a une voisine qui sort de chez elle. Et là, je lui dis, s'il vous plaît, appelez la police, parce qu'elle a bien vu par la porte qui était entrouverte que voilà, tout était par terre. Tout ce qui était dans le frigo était arrivé par terre. Enfin bref, il y en avait partout dans tous les sens. Donc, elle est arrivée. Et alors, quand on regarde les films à la télé, on se dit, ah, c'est marrant, on appelle 911, machin, ils arrivent, la main sur le flingue et tout. C'est marrant dans les films. Alors, j'ai eu de la chance parce qu'ils sont arrivés vite, effectivement, 10 minutes, ils étaient là. Et ils avaient la main, c'était 2 flics, la main sur le flingue. Et j'ai pas demandé à ce qu'on le tue quand même. Hein. Moi, je veux juste m'en aller. Hein. Mais voilà, donc ça aussi, du coup, je pense que ça aussi, tout le monde dit que j'ai plein de carapaces devant moi. Et c'est parce que à un moment donné où enfin je me suis dit, là c'est bon, je me lâche, j'ai tout ce que je veux, boum, ça m'est revenu en pleine figure. Donc j'ai refermé les portes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté un peu distant, un peu machin. Tant que je te connais pas, parce que là, voilà, je pensais que c'était l'homme de ma vie. On essayait d'avoir un enfant, machin. Alors heureusement dans un sens, on n'a pas réussi, mais dans l'autre sens, c'est que moi, je pouvais pas avoir d'enfant. Donc ça, c'est une autre histoire encore. Mais voilà, j'ai refermé les portes et là, ça les a fermées bien, quoi. Maintenant, pour faire confiance aux gens, il me faut du temps. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette distance entre les gens quand ils me voient, qui me pensent froide ou distante ou des choses comme ça. Parce que avant de te laisser rentrer dans mon monde, je vais apprendre à te connaître quand même un peu avant. Et après, à ressentir, tu es très observatrice aussi. Ouais. Hein. Je ressens beaucoup. Et très exigeante avec les gens, bien sûr. C'est vrai. Et après, bon, l'histoire qui se finit bien, entre guillemets, parce que après, bon, maintenant j'en ris quand je le raconte, mais donc les flics sont arrivés, entre-temps j'avais mis toutes mes affaires sur le palier, ça faisait quand même 2 ans que je faisais la navette entre Paris et New York, donc à chaque fois, moi j'apportais des trucs, puisque mon but c'était, et en plus on cherchait un appartement pour s'y installer, donc tout était sur tout ce que j'avais apporté pendant 2 ans, 2 ans était sur le palier, et le flic me regarde, il fait, parce que j'étais là que pour les vacances officiellement, puisque je faisais la navette. Et le flic me regarde et dit, non mais vous savez, vous les Françaises, faudrait apprendre à voyager léger. Hein. J'ai dit, mon pote, si tu savais que ça fait 2 ans. Mais par contre, là où ils ont été extraordinaires, c'est que, ils m'ont demandé si j'avais un endroit où aller. J'ai dit oui. Ils m'ont demandé d'appeler cette personne devant eux. Après, on était au 4e, ils ont descendu toutes mes affaires dans leur voiture pour m'emmener jusqu'au métro. Sauf que j'avais des grosses valises, machin, ce qui fait que mes affaires étaient dans le coffre dans la voiture. Sauf qu'ils ne pouvaient plus fermer le coffre, tellement il y en avait. Et donc, je leur avais demandé, j'ai dit, attendez, avant qu'on parte, moi, je veux pas que derrière, où ils se reflinguent ou quoi que ce soit, et qu'après, on dise c'est de ma faute ou quoi que ce soit. Hein. Donc, moi, je veux partir les mains propres. Donc, j'ai dit, appelez sa sœur. Donc, ils ont appelé sa sœur, et j'ai dit, on attend qu'elle arrive avant qu'on parte. Donc, ils m'ont dit, ok. Par contre, entre-temps, donc, ils avaient descendu mes affaires, il me faut monter dans la voiture. Quand je vois sa sœur arriver, je vais pour ouvrir la porte. Ah oui, sauf que je suis dans le panier à salade. Donc, en fait, les portières, elles sont fermées, et il y a des grilles entre les chauffeurs. Mais oui. Comme si j'avais été arrêtée. En fait. Et moi, je dis, je suis là, mais je suis là. Elle a dit, merde, elle a tué mon frère. C'est un gag ou quoi? Donc, après, effectivement, on le vit comme un gag, sur le moment, déjà un petit peu moins. Mais donc voilà, donc ça aussi, voilà, j'avais ouvert un peu aux gens, je m'étais un peu ouverte aux gens, ça a refermé, qui fait que, voilà, je suis sur ma garde en permanence, en fait. T'as dû avoir du mal après, non, pour repartir dans une relation aussi. Ouais, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Ouais.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une relation, je fais jamais complètement confiance. J'ai pas réussi à réouvrir. D'accord, je vais t'en donner un petit peu, mais voilà, je vais pas me remettre à poil comme tu dis. Je vais pas me laisser, je vais pas me, voilà, je vais pas me, je vais pas tout te montrer parce que je sais qu'à un moment donné, tu peux me rentrer dedans d'une autre façon, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours un peu prends mes distances. Voilà. En tout cas, c'est chouette ton partage. Dis donc, moi aussi, j'en apprends aujourd'hui encore plus. Non, mais c'est bien justement parce que on voit d'où t'arrives. T'as eu quand même 2 cancers. On peut se dire tiens, pourquoi elle met des distances? Ben, on peut comprendre aussi. Hein. Déjà, la maladie fait qu'on se protège aussi parce que on évite éponge aussi quand on n'est pas bien. Cet homme de ta vie qu'il a été, qu'il ne l'a plus été. Qui fait que wow, attends, il y a plein de choses. Du coup, ton cancer, le premier, c'était avant lui ou après? Après. Lui, c'était en 2001. Mon premier cancer, c'était en 2004, fin 2004. Ouais. Et après, 10 ans plus tard, t'as rechuté. Bah oui, puis on s'y attend pas en fait. Parce que 5 ans plus tard, après le premier cancer, à un moment donné, parce que je faisais mes mammos, bien sûr, tous les ans. Et alors là, je dis aux femmes, et je crie fort, parce que j'ai plein d'amis qui ne le font pas, allez faire vos mammos tout le temps. Quand vous devez les faire, faites-les. Je crois qu'en France, c'est tous les 2 ans. Moi, c'est tous les ans. Et encore, justement, par rapport à ça, c'est que en 80... Je crois que c'est à peu près au moment où j'ai lancé mon business. Je crois que c'est en 98 que... donc, je faisais des mammos tous les ans. Non, j'avais pas commencé les mammos. Je ne sais pas pourquoi, j'allais voir ma gynéco pour mon contrôle annuel et je dis il y a un truc là. Me demandez pas quoi, il y a un truc. Là, il se passe quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais je sens pas de grosseur, mais il y a un truc. Et je dis je voudrais faire une mammo pour vérifier que tout va bien. Elle me dit non parce que vous n'avez pas, je crois qu'il fallait avoir 35 ans à l'époque ou 40 ans, je sais plus. Elle me dit non parce que vous n'avez pas l'âge. Je dis comment ça, il y a besoin d'avoir un âge pour faire une mammo? Elle me dit oui, parce que sinon c'est pas remboursé par la sécu. Je dis mais je m'en fous moi de la sécu, s'il faut payer, je paye. Je dis moi là je sais qu'il y a un truc qui va pas, donc je vais pas attendre 10 ans pour savoir s'il y a un problème ou s'il y a pas de problème. Donc au début elle voulait pas, je dis attendez s'il voulait pas, moi je vais aller voir quelqu'un d'autre parce que moi puisque je paye, qu'est-ce qu'on a à foutre de la sécu? Donc j'ai fait ma première mammo où là effectivement on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes, mais à ce moment-là ils n'ont pas voulu m'opérer parce qu'on dit c'est la première mammo. Donc on sait jamais, on sait pas est-ce que c'était là depuis longtemps, est-ce que ça va bouger, pas bouger. Donc au début c'était une mammo tous les 3 mois, tous les 6 mois, après on est revenu à 1 fois par an. Par contre il m'avait bien dit dès que ça bouge c'est direction l'hôpital. Et donc en 2004, effectivement, je suis arrivée moi. Alors ça m'inquiétait pas quand j'allais faire mon contrôle annuel parce que bon à chaque fois je me disais non c'est toujours là, mais on bouge pas. Sauf que et alors les gens ils n'ont pas nécessairement la pédagogie pour t'annoncer les choses, c'est que je fais ma radiographie, ma mammographie à la radiologie de Créteil, et là le médecin revient avec les trucs. Vous partez directement à l'hôpital, en urgence à l'hôpital. Voilà, c'est comme ça qu'on m'annonce les choses. Donc on ne prépare pas vraiment. J'arrive, il m'avait envoyé à l'hôpital Tenon, il m'avait dit vous allez là, donc il me donne mes radios, vous allez là, et vous demandez de faire, je ne sais plus comment ça s'appelait le terme. J'arrive à l'hôpital Tenon, et alors il ne m'avait pas donné d'ordonnance, donc est-ce que moi je suis censée savoir qu'il faut me donner une ordonnance pour faire ceci, pour faire cela? J'arrive à Tenon, on était au mois d'août, c'est important à préciser. J'arrive, je dis, voilà, je viens de la radiologie de Créteil, il y a un problème, machin, ils m'envoient ici, ils me disent que c'est urgent, il faut que je prenne un rendez-vous. Et là, première chose qu'on me dit, ah oui, non, mais on n'a pas le cancer au mois d'août, à moins que vous soyez en phase terminale. Déjà, lui m'en a mis une couche là-bas. Là, elle m'en remet une couche. Alors là, par contre, la timide, elle est sortie et c'est le bulldog. La timide, elle est rentrée à l'intérieur, c'est le bulldog. Je leur ai fait un scandale. En plus, elle me dit, ouais, puis vous n'avez pas d'ordonnance, donc retournez à Créteil, allez chercher votre ordonnance. Je dis, attends, vous n'avez pas un fax Alors, à l'époque, il y avait des fax encore. Je dis, attendez, on les appelle, ils vous envoient le fax, ils vous envoient l'ordonnance. Mais, je dis, mais c'est comme ça qu'on prépare les gens. Alors, heureusement que j'ai un caractère, où justement, c'est là où mon caractère, où je me suis mis plein de trucs, ça m'aide, parce que, voilà, je suis rentrée dedans, dans la nana. Et puis après, on a fait les examens et ainsi de suite. Donc ça, c'était en France. Et donc, en 2005... C'est là, donc après, bien sûr, je continue de faire mes mammos tous les ans. Et en 2005, là, on me dit, il faut faire des biopsies. Et là, des deux côtés. Je me suis dit, merde, il y a déjà à droite, il y a déjà un problème, maintenant c'est aussi à gauche. Donc finalement, en 2005,
les biopsies. Alors pendant les 15 jours, on attend les réponses, on se dit il se passe quoi. Bon, finalement, là, c'était bon. Mais 2015, c'est revenu. Et alors, aux États-Unis, c'est encore autre chose. Parce que là, je m'en doutais. J'ai fait la mammo, j'ai vu la tête de la nana, j'avais compris. J'avais compris qu'il y avait un truc qui allait pas, donc j'avais même pas besoin d'attendre les résultats. Et quand effectivement elle m'a donné les résultats, elle me dit « Bon, alors, c'est pas exactement la même situation qu'il y a 5 ans, qu'en 2005. » Donc je dis « Ça y est, c'est bon, j'ai compris. » Sauf que là, c'était dans ma période où effectivement, je pouvais, enfin, c'est pas que je pouvais pas sortir des États-Unis. Rentrer, sortir, c'était plus compliqué à l'époque pour des histoires de visa, donc ça a été mon choix de rester. Donc je me dis, j'ai pas envie de rentrer en France juste pour ça, parce que l'opération, je l'ai eue, je sais par quoi on passe. Donc voilà, ça va être un certain temps, mais voilà, ça dure pas des mois et des mois. Donc je dis, je reste aux États-Unis. Alors c'est là où les Français se plaignent beaucoup de la sécu, de machin, on rouspète, on fait les grèves. Venez aux États-Unis, vous allez voir, vous aurez une raison de faire des grèves et eux, ils en font pas. J'avais pas d'assurance, parce que les assurances coûtent super cher, c'est du n'importe quoi. Donc depuis que j'étais aux États-Unis, j'avais jamais pris d'assurance parce que j'avais jamais été malade ni quoi que ce soit. Et quand j'avais toutes mes mammos tous les ans ou ce que j'avais à faire, je le payais, ça me coûtait moins cher que d'avoir une assurance. Là, aux États-Unis, d'abord j'avais 4 jours pour trouver une assurance. Donc déjà, il faut faire ça. Et puis bien évidemment, quand on téléphone, on n'a jamais les mêmes informations. On a 10 personnes qui nous donnent 10 versions. Donc, je savais que j'avais jusqu'au jeudi minuit pour choisir une assurance. J'ai confirmé à minuit moins le quart le jeudi en disant, de toute façon, j'y comprends rien dans vos histoires. Je vais en prendre une, je savais pas comment je serais couverte, 100%, 80%, je sais pas. Mais à un tel point que, à un moment donné, j'ai dit, j'en ai marre de ces histoires d'assurance. Donc, voilà, dites-moi combien ça va me coûter sans assurance. Si ça fait des années que j'ai pas d'assurance, on va continuer. On m'a dit 200 000. Ah, ouais, bon, alors, il me reste 24 heures, je vais aller chercher l'assurance. Et donc, j'ai mon assurance. Je dis, ça y est, ok, je sais pas comment je suis couverte, mais j'ai mon assurance. Sauf qu'aux États-Unis, il faut appeler l'hôpital pour savoir s'il prend l'assurance. Vérifier le chirurgien, si lui prend l'assurance. L'IRM, si eux prennent l'assurance. La radiologie, est-ce qu'eux prennent l'assurance? Enfin bref, c'est... Voilà, c'est pas comme en France, on arrive et on est couvert, c'est chacun qui va prendre ou pas prendre. Donc, là où en fait, c'est pour ça que je dis que, en plus, je dis que j'ai passé, surtout le deuxième, j'avais pas peur du cancer la deuxième fois, parce que je l'ai un peu passé comme si j'avais un rhume, plus qu'autre chose, parce qu'à un moment donné, c'est pas compliqué, ou on a le rhume ou on a le cancer. Moi, j'ai jamais de rhume, alors j'ai le cancer. Mais là où c'était c'était pas la maladie qui me faisait peur. C'était d'abord parce que j'avais peur, j'ai toujours eu peur des hôpitaux aux États-Unis. Et en plus, 6 mois avant, j'avais 2 amies qui étaient mortes à l'hôpital, donc c'était pas fait pour me rassurer. Et en fait, c'est ce stress de toutes ces histoires d'assurance. On a la maladie et en plus, on nous rajoute ça, où pendant 15 jours, ça a été compliqué de trouver des solutions, parce qu'une fois que j'ai eu l'assurance, on m'a dit, quelqu'un m'avait dit, prenez celle-là, elle est chère, mais ils la prennent partout. Donc après, sauf que quand j'appelle le premier hôpital qui est à côté de chez moi, on me dit, non, nous on la prend pas celle-là. Donc j'ai passé 15 jours, et il faut appeler 10 fois, parce qu'il y en a un qui nous dit A, l'autre qui dit B, il y a un qui dit noir, l'autre qui dit blanc. Donc voilà, et puis une fois qu'on est sur la table, ils nous font des examens supplémentaires, et là, ils s'occupent pas de savoir si c'est dans l'assurance ou pas. Et c'est très compliqué parce qu'ils nous envoient des factures en permanence. Les biopsies, ça coûte horriblement cher. Moi, une biopsie me coûtait plus cher que mon opération en France en 2004. Ouais. Alors, sachant qu'en 2004, c'est ce que ça avait coûté à la Sécu, puisque 2004, je m'étais fait opérer en France. Et donc, j'avais négocié le prix d'une biopsie pendant 3 mois. En disant, non, là, ça va pas le faire. Donc, je fais la biopsie et 3 semaines plus tard, je reçois une facture. Alors, la première, de 12 000, on était passé à 3 006. Et je reçois une facture 3 semaines plus tard de 3 004. Ah, mais je dis, super, ils se sont trompés, ils me doivent $200. Donc, j'appelle, comment ça se passe? Vous me les rendez comment, les $200? Ah non, c'est une nouvelle facture. Parce qu'en fait, on m'avait pas expliqué que ce que j'avais payé, c'était juste pour payer l'hôpital. Donc, 1 mois plus tard, c'est une deuxième facture pour payer le chirurgien. Et 2 mois plus tard, j'ai reçu une 3e facture pour le labo. Et aux États-Unis, après, on m'explique qu'on peut recevoir des factures pendant 1 an, comme ça. Mais c'est une telle... faut se bagarrer, faut négocier, faut machin. Alors,
comme j'avais fait tout ça en 2015, en 2005 que je savais, donc en 2015, je savais comment ça fonctionne. Ok, voilà. Alors, un tel, il m'a fait tant de pourcents, donc vous devez me faire tant de pourcents, vous devez m'envoyer, voilà. Mais ce que je Négociatrice pour sa propre santé, quoi. Voilà. Mais ce que je me dis, c'est pour ça quand je dis les Français se plaignent de la situation en France, mais vraiment, allez voir ailleurs ce qui se passe. Moi, dans ces cas-là, effectivement, une fois de plus, c'est le bulldog qui est sorti. Mais j'ai dit les gens qui ont pas, ou pas de personnalité, ou qui savent pas aller, ou qui osent pas. Mais la maladie, plus ça en plus, ils font comment? Ils s'en sortent pas. Moralement, c'est pas possible. C'est pas possible de s'en sortir. Donc c'est là où le fait d'avoir un caractère fort, comme j'ai la chance d'avoir, alors c'est pour ça que ça me met des barrières effectivement, alors du coup ça en met peut-être de trop, mais c'est ce qui me protège en fait, et c'est ce qui fait que le bulldog il sait sortir quand il a besoin de sortir. Et c'est pour ça que je dis que mon cancer, je l'ai vécu un peu comme un... Comme un rhume, parce que, un petit rhume. Un petit rhume. Voilà, un peu comme un rhume parce qu'il y a plein de choses à gérer et que après, bon, bah, une fois qu'on sait, alors, dans ces cas-là, moi, je me mets ce que j'appelle en mode technique, c'est OK. Alors, j'ai les rendez-vous, je vais au rendez-vous. Entre les deux, faut pas me parler du cancer, faut pas me dire, oh, tu te sens bien, machin. Non, non, c'est bon, allez, je vis ma vie, je trace. Et j'avais la fameuse amie que j'étais allée voir à Miami, la première fois, qui, elle, est très croyante, puisqu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus croyants qu'ici, qui me dit, oh, comment tu vas, qui m'appelait toutes les semaines. Alors, en soi, c'est gentil, mais au bout d'un moment, j'ai dit, t'arrêtes, hein. Oui, non, mais je vais prier pour toi. J'ai dit, surtout, tu ne pries, alors moi, je crois pas en Dieu, déjà, donc j'ai surtout, tu ne pries pas pour moi, parce que, il y a 6 mois, t'as prié pour Greer, et on voit dans quel état elle a fini à l'hôpital, et pourtant, elle était super croyante et tout. Donc, j'ai dit, moi, je veux pas finir comme ça, donc tu pries pas pour moi, c'est pas la peine. T'inquiète pas, je vais m'en sortir toute seule. Donc c'est là où en fait il faut qu'on aille en fonction de sa personnalité, il faut que chacun aille chercher dans ses ressources qu'est-ce qu'il veut. Et si une fois de plus on a cette conviction que ça va se faire, que on va s'en sortir, si c'est au fond de nous, et pour ça que j'utilise toujours cette expression de qu'est-ce qu'on a au fond des tripes, eh bien on se sortira de tout quand c'est au fond de nos tripes. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir un jour, ça c'est sûr, mais on y passe tous, mais on vit la vie mieux quand on est capable de soi-même réagir à tout ce qui arrive contre nous, en fait, tous ces obstacles, tous ces grains de sable qui nous arrivent. Si on est préparé mentalement ou si on a la force, ben ça va passer plus facilement que si on n'a pas la force. D'où l'importance de, même si on est timide, même si on a été rabaissé dans notre vie, etc., la priorité en tant qu'adulte, c'est d'aller faire sortir cette partie animale, peut-être, hein, si j'ai envie de l'appeler comme ça, c'est la partie animale, c'est monte les dents quand il faut le montrer, parce que on sait pas tout, et comme tu dis, moi aussi j'ai eu des injustices aussi par rapport à la médecine, où ils m'ont condamné, où ils m'ont dit que de la merde, et heureusement que, on est un peu miroir, toi et moi, moi je suis pitbull, toi t'es bulldog, tu vois, et c'est pour ça, c'était non, ils m'ont saccagé la santé, ils ont fait des expériences sur moi, mais clairement. Et à la fin, j'ai dit non, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai sorti les griffes, les crocs, et j'ai dit personne me touche. C'est moi qui choisis mon médecin. Et eux, ils étaient obligés à un moment. C'est pour ça que, alors, moi j'ai la chance que, quelque part, j'ai ce mental qui fait que je vais chercher au fond de moi et je trouve ce que je veux, mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc c'est aussi, c'est pas une faiblesse si on a besoin d'aide pour aller chercher, et c'est ce que tu fais avec les femmes que tu aides, hein, tu vas chercher tout ce qui est au fond et ça fait ressortir plein de choses, et c'est parce que elles ressortent plein de choses que du coup ça leur transforme la vie. Et comme je t'ai dit dans tout le coaching et que je dis à tout le monde, on propose pas des services ou des produits, on propose des expériences ou des transformations de vie. Donc toi, on voit bien tous les témoignages que les clients te donnent, ça transforme leur vie. Donc c'est pas, et c'est là aussi où j'aime, parce que on m'a toujours demandé pourquoi les États-Unis. J'ai jamais pu expliquer. Alors j'ai peut-être dit, peut-être dans une vie antérieure, je sais pas, mais je crois pas plus aux vies antérieures, mais peut-être dans une vie antérieure j'étais américaine, j'en sais rien. Mais aussi c'est le fait d'avoir quelque part, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, ils ont la mentalité que moi j'ai, qui est en décalage avec la France. Et donc surtout ce rapport à l'échec. Se dire, voilà, en France, un échec, c'est un échec, 2 échecs, on est un loser, on n'en parle plus. Là-bas, ils peuvent avoir 100 échecs, 1000 échecs, c'est pas un problème, parce que c'est une leçon et on repart derrière. Donc, c'est de se dire, si j'ai besoin d'aide parce que j'ai pas la force tout seul ou toute seule de m'en sortir, d'aller chercher de l'aide. C'est pas de la faiblesse, c'est pas un échec, c'est se dire, si pendant 3-6 mois, faut que je fasse appel à quelqu'un qui me sorte tout ce que j'ai à sortir et que derrière j'ai une nouvelle vie, ben ça n'a pas de prix. Par contre, pour avoir beaucoup d'amis qui vont voir des psys,
Je les vois qui, au bout de 10 ans, 20 ans, elles sont toujours chez les psys. Et en gros, il s'est passé quoi? Ça a pas changé. Ça a pas changé leur vie. Donc, il faut vraiment trouver la personne qui va vous aider. Voilà, on rentre dans le problème, on éclate le problème et voilà, et on ressort une nouvelle personne avec une nouvelle vie. Et puis il y a ce fait aussi où même si on va pas bien, qu'on se sent faible, qu'on sent qu'on est à bout, à partir du moment où on demande de l'aide, c'est qu'on est déjà dans notre pleine responsabilité. On n'est pas en victime, parce que la victime, elle attend qu'on vienne l'aider. Elle se plaint. Alors que si tu dis, ok, j'investis sur moi, comme j'ai fait avec toi aussi, hein, moi j'étais un peu au bout du jeu, j'en avais marre, je venais d'arrêter ma société, il y avait toutes mes peurs et tout, et c'est ça. Et les personnes qui se sentent faibles, je vois, il y a des femmes, elles me disent, ouais, mais je me sens une merde, ma vie, ça va pas et tout. Et si elles se donnent les moyens de prendre un accompagnement, mais je sais qu'elles sont pas du tout victimes. Je sais d'avance qu'on va les emmener en haut, quoi. Alors qu'il y en a qui viennent pleurer. Oui, mais moi, ça va pas, mais j'ai pas d'argent. Celle-là, next, même pas, je parle avec. Mais oui, parce que. Je dis, il y a des psys pour ça. Ouais, parce que le problème aussi, c'est que l'inaction, c'est une action. Alors, le tout, c'est, on a un problème, d'accord? Comment on décide de le régler? Que ce soit personnel, professionnel ou autre. Comment on décide de le régler? Si on passe son temps à pleurer sur soi-même en disant, bah oui, je suis victime, je suis ceci, je suis cela, mais je bouge pas, ben c'est ce que je dis, moi, c'est leur choix. Les gens qui bougent pas, c'est leur choix. C'est que finalement, ils se disent victimes et qu'ils aiment être victimes. Et je vais même un cran plus loin parce que le mot burn-out, ça me gonfle. Maintenant, on a l'impression, pareil, tout le monde a fait un rhume ou un burn-out ou un cancer. Donc, des fois, il y en a qui ont les deux, mais... Et plus ça va, plus les gens disent, ah ben, j'ai fait 2 burn-out, j'ai fait 3 burn-out, j'ai fait... Et en fait, alors, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais s'ils sont en burn-out, c'est qu'ils l'ont choisi. C'est qu'en fait, à un moment donné, ils sont dans une situation qui leur plaît pas, ils descendent, mais si tu réagis au bon moment en disant ça me va plus, mon job, ça me va pas, parce que, alors, je sais bien que trouver un autre job, c'est peut-être pas si simple que ça. Mais il faut pas venir me le dire. Un jour, j'ai une cliente qui m'avait acheté une formation en ligne et qui prend la formation et qui derrière ne fait pas la formation et qui vient demander un remboursement 6 mois plus tard. Et, oui, mais vous n'êtes pas humaine parce que j'ai fait un burn-out. Mais j'ai dit, ben, et alors justement, vous avez plein de temps, vous faites un burn-out, vous travaillez pas, donc vous avez le temps de faire la formation. Vous aviez prévu de lancer un business, vous avez le temps. Oui, non, mais et derrière qui me dit, j'espère que vous ne serez jamais malade parce que vous ne savez pas ce que c'est. Je lui ai envoyé un email en disant, bah écoutez, si vous voulez, on échange mes 2 cancers contre votre burn-out et là on va commencer à discuter. Donc, parce que le cancer, bah voilà, il t'arrive si tu l'as pas demandé. Le burn-out, c'est on est dans une situation. Alors, il y a des gens qui ne voient pas que leur situation baisse. Ça peut être impossible. Mais quand on se plaint en permanence, on dit il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et ben au lieu de continuer à jouer Calimero et en disant tout le monde est méchant et moi je suis gentil et personne ne veut m'aider, eh ben il est temps de bouger. Donc si c'est au job que ça va pas, ben on commence à chercher. Je dis pas qu'on va. Alors je conseille pas aux gens de faire comme moi, on arrête le vendredi, on démarre le lundi, autre chose. Mais ça va pas dans mon job, et ben je vais commencer à chercher un autre job, un truc. Une nouvelle dynamique. Voilà, je me plais pas là où je suis, dans ma maison, ben je vais pas passer mon temps à critiquer ma maison, ben s'il faut déménager, on déménage. Et tous ces gens qui veulent des choses, mais qui finalement ne sont pas prêts à bouger. Donc, ces gens-là, moi j'ai du mal, parce que s'ils sont pas prêts à faire un effort, s'ils prennent pas les bonnes décisions et qu'ils passent dans l'excuse en permanence, c'est pas des gens qui ont envie de quelque chose. Donc, avec ces gens-là, moi j'ai beaucoup de mal. Bon, on est 2. C'est pour ça qu'en général, je les ai pas en client non plus. Et je les ai pas en amis non plus. Parce que on peut pas vouloir plus que on peut pas essayer de remonter les gens si eux sont pas prêts à ce qu'on les remonte. Donc on peut être là pour les soutenir, pour les supporter, des choses comme ça. Mais si à chaque fois je retombe, ouais, mais non, mais moi il y a ci, mais mon patron il m'a dit ça, mais et puis en plus moi tous les jobs que j'ai eu, j'ai toujours démissionné. Donc c'est pareil. Moi, quand ça n'allait plus, et pourtant j'ai eu des jobs où je gagnais très très bien ma vie, notamment à 25-26 ans, je gagnais super bien ma vie. Je gagnais plus à 25-26 ans que mes 2 parents réunis qui travaillaient depuis 30 ans chez Molinex. Donc j'avais une vie, je partais tous les week-ends dans le sud de la France, je partais 3 fois à l'étranger. Donc moi, les gens qui viennent me dire oui, mais tu comprends pas parce que c'est compliqué de changer de travail. Non, c'est pas compliqué. Moi, j'ai démissionné X fois. J'ai une période où je me suis plantée.
Alors, on m'avait fait croire que, et puis finalement, ça n'a pas été ça. Donc pendant 6 mois, ça a été une galère, ça a été la descente aux enfers, au point que j'avais pas 10 euros pour vivre et que pendant 6 mois, j'ai mangé du pain et du lait. Donc je sais aussi ce que c'est. Mais les gens, mais ça n'empêche pas que j'ai fait ce qu'il fallait à un moment donné pour me relever. C'est pas, je me plains tout le temps et puis je reste dans cette situation-là. À l'époque, il y avait qu'une amie qui était au courant de ma situation. Même mes parents, je les avais pas prévenus parce que j'avais peur de ce qu'ils disent ou qu'ils soient. Et au bout d'un moment, parce que voilà, j'étais au boulot, pareil, le masque, tout va bien. À l'époque, j'étais représentante et je vendais des fournitures de bureau. Il y avait le masque, j'étais en clientèle, tout allait bien. Le soir, j'arrivais chez moi, je m'écroulais, j'étais en pleurs jusqu'au lendemain matin. Donc j'avais juste une personne à qui j'avais parlé de ça. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais attends, tu peux pas rester comme ça sans manger avec ton pain et ton lait, tu m'énerves avec ton pain et ton lait. Elle me dit, je t'envoie 200 euros par la poste. Je lui dis, me les envoie pas, je les prendrai pas. Elle me dit, si, ça suffit, tu remplis le frigo et ainsi de suite. Je dis, non, je les prendrai pas. Elle me les a envoyés, je lui ai retourné. J'ai dit, je trouverai des solutions, mais je veux pas de tes 200 euros. Donc, si on est toujours dans la position de se plaindre et qu'on fait rien, ben c'est normal que ça se passe pas comme on veut. Maintenant, si on a une situation compliquée et qu'on se dit, ben, j'ai la conviction que, et je vais faire des choses pour que ça bouge, et on n'a pas besoin de faire des grandes étapes, hein, on fait des petites étapes et ça bouge, et ben ça bouge. Donc moi, les gens qui sont autour de moi, j'ai besoin de gens qui se bougent, parce que s'ils se bougent pas, et ben s'ils sont dans leur merde, et ben c'est qu'ils ont choisi leur merde finalement. En gros, si je résume bien. Très très bien résumé. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Bon bah écoute, Viva, ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Et qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message aux personnes plus au plan personnel du coup, parce que là on parle pas vraiment business, on parle vraiment de la personne que tu es et au plan humain. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message à toutes ces personnes qui regarderont ton interview, ton histoire? En fait, Diode, si tu dis on parle pas business, si on parle business, je vais dire sauter le pas, parce que c'est le titre du livre. Allez, c'est bon. Et si c'est à titre perso, je vais dire allez-y. Quoi que vous ayez envie de faire, même si, et d'ailleurs je fais un webinaire dans la semaine prochaine, ou je sais plus, dans 15 jours sur le sujet, quoi que vous voulez, on peut réaliser tous ses rêves, on peut réaliser tous ses objectifs, tout ce qu'on a envie, c'est possible. Il faut en avoir la conviction, mais on en a la conviction, mais pour faire pour avoir cette conviction, il faut commencer à passer à l'action. Parce que c'est pas le tout de dire je veux, et puis de ne rien faire. Donc, une petite étape, une deuxième petite étape, et ainsi de suite. Ça me rappelle toujours un CD de Tony Robbins qui dit la même. Enfin, j'ai rien inventé non plus, hein, donc. Mais qui disait si vous voulez acheter une Mercedes et que vous n'avez pas l'argent pour acheter la Mercedes, eh ben vous allez chez le concessionnaire Mercedes, vous regardez la voiture, vous montez dans la voiture, vous prenez le catalogue. C'est une première étape. Ça ne veut pas dire qu'un jour vous allez acheter la Mercedes. Peut-être que vous l'achèterez jamais, mais au moins vous avez fait une étape. Donc même si c'est quelle est la petite étape que vous faites aujourd'hui qui va vous emmener vers votre objectif, votre rêve ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi je dis toujours, et dans mes conférences, je dis même si vous voulez réaliser vos rêves les plus fous, eh ben c'est possible. Il suffit de le vouloir. En fait, c'est comme, je le vois souvent, hein, et moi-même j'ai traversé ça, c'est quand on voit notre rêve, notre but, on veut déjà y être et on n'accepte pas les étapes. On n'accepte pas de commencer petit. On veut tout de suite le plus grand, le mieux, ça y est, c'est visible, c'est là, je l'ai. On se met en danger au final. Oui, et puis surtout, on voit les gens qui ont ce qu'on veut et on voit pas les étapes par lesquelles ils sont passés. On se dit ah bah oui, mais lui il a ça, il a une grande maison, il a machin, il a sa Mercedes, il a ceci, il a cela, mais on voit pas le parcours qu'il a eu. Et d'ailleurs, je parlais des BMW quand j'avais 25 ans, 24-25 ans, que j'en ai changé pendant plusieurs fois. Donc c'était des voitures d'occasion que j'achetais, mais j'en changeais tous les ans. Et ce qui m'embêtait, c'est qu'à l'époque, je trouvais que j'avais jamais suffisamment d'argent pour aller à la Mercedes. Parce que moi, ce que je voulais, c'était la Mercedes. Alors, la BM, c'était la première étape, mais je voulais la Mercedes. Et puis, au bout d'un moment, et moi, j'ai plus de voiture depuis 2003, parce que j'avais donné à l'époque ma voiture à mes parents quand je suis partie aux États-Unis. Donc, depuis, j'ai pas acheté de voiture. Et j'ai dit, le jour où je rachèterai une voiture, je veux une Mercedes, mais je veux pouvoir la payer comptant. C'est pas, je veux pas de crédit, je veux pas de machin. Alors, même si aujourd'hui, peut-être que je pense autrement, parce qu'avec les leasing, c'est quand même plus simple, mais si je veux une Mercedes, je la paye cash. Parce que pour moi, ça voudra dire quelque chose. L'année où j'ai eu l'argent d'acheter la Mercedes cash, j'ai mis l'argent dans un coach.
Et toutes les années qui ont suivi, chaque fois que j'aurais pu, puisque voilà, moi je paye des coachs jusqu'à 20, 30 000 et autres, chaque fois que je pourrais payer la Mercedes Cash, à chaque fois je prends du coaching. Alors, à un moment donné, voilà, c'est où on est axé par le bling bling et ainsi de suite. Et au moment où j'ai pu le faire, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? C'est la Mercedes ou d'abord j'ai pas véritablement besoin de voiture, là où je suis j'en ai pas besoin. Je fais quoi entre les deux? Mais en même temps, la Mercedes c'est bien, mais ça me rapporte rien. C'est joli, ça frime. Surtout à Miami, ils friment tous, ils ont tous des belles voitures. Donc c'est bien, je peux frimer. Mais le coaching, je dépense. Pour acheter une Mercedes, j'investis pour du coaching et le coaching, ça va m'apprendre des choses qui me permettent de monter plus haut. Donc depuis, puis, t'as le retour sur investissement aussi. Depuis, j'aurais pu m'acheter plein de Mercedes, mais maintenant, sincèrement, je m'en fous de la Mercedes. Et en plus, depuis qu'il y a Uber, c'est pratique parce que moi, j'ai pas de voiture à Miami. Et quand j'ai besoin de me déplacer, eh ben, j'appelle un Uber. Voilà. Tu vois, comme quoi, des fois, on veut à tout prix quelque chose. Et après, on voit que notre priorité, quand on peut l'avoir, on se dit, est-ce que c'est vraiment ma priorité en final? Bah non. Hein. Et c'est là aussi où Miami, c'est très très bling bling et où tout. Alors ils ont tous des belles voitures. Hein. On voit pas de voitures pourries. Hein. Et d'ailleurs, quand il y a eu la crise, on voyait de moins en moins de Rolls. Et là, depuis 2 ans, c'est reparti. On voit des Rolls partout. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à Miami, beaucoup de gens ont de très belles voitures. Alors ça, ils ont des belles voitures. Moi, j'ai pas de voiture, mais ils ont des belles voitures. Mais derrière, ils peuvent pas payer le loyer de la maison, ils peuvent pas payer le prêt de la maison, ils peuvent pas payer le loyer. J'ai une copine qui a une super Mercedes qui un jour m'a demandé de lui payer sa facture d'électricité ou de payer la facture de téléphone. Donc c'est pareil, c'est une décision. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le faire croire que? Et puis tu crois que je suis là, puis en fait finalement je suis dans la mer. Ou je fais ce que j'ai envie de faire et puis ce que les autres en pensent, je m'en fous. Parce que moi c'est pareil, aujourd'hui en plus, voilà, j'ai 57 ans, donc sincèrement ce que les autres pensent, je m'en fous. Et je trouve que si on se fout de ce que pensent les autres, moi je fais ce que j'ai à faire pour moi. Je fais pas ce que j'ai à faire en fonction de ce que pensent les autres. Donc je suis arrivée à un âge, maintenant je suis senior, donc je peux me permettre de dire ce que vous pensez, je m'en fous. Si je vous plais pas, je m'en fous. Si ce que je dis vous plaît pas, c'est pas grave, il y en a plein d'autres ailleurs. Par contre, voilà, si ce que je dis ça connecte avec vous, là on va faire des choses. Ah je confirme qu'on fait beaucoup de choses avec toi. Avec toi, c'est quand tu t'en fous pas, par contre, là on y va, on n'a pas le choix. Hein. Là, je vais m'ouvrir et là effectivement, je vais tout donner. C'est clair. Ouais, moi écoute Biba sur ce beau ça fait jour. un moment qu'on parle. Je sais pas si tout le monde va aller jusqu'à la fin de l'interview, mais bon. Mais si, ceux qui seront appelés, ceux qui voudront, ils iront jusqu'au bout et les autres, ils feront comme ils font dans leur vie, ils abandonneront. Voilà. Au bout de 2 minutes, ils sont passés, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou alors ils vont regarder 1 minute de vidéo, ce sera leur message et ils vont pleurer, ça va leur débloquer quelque chose aussi. Tu sais, des fois c'est comme quand chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Exactement. En tout cas, Biba, ma Biba d'amour, je te souhaite une jolie journée d'amour de Saint-Valentin. Merci. Puis bonne Saint-Valentin à tous ceux qui regardent, même si vous regardez plus tard. Tout le monde, même si c'est plus la Saint-Valentin. C'est pas grave. On donne de l'amour quand même. On doit donner de l'amour tous les jours. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit marqué dans le calendrier. Donc on donne de l'amour tous les jours. Et vous voyez, pour la touche humoristique, Biba, elle a pas un balai dans le cul. Biba, c'est Biba d'amour. Alors, et elle mord pas, Biba. Alors oui, elle est bulldog, mais quand c'est pour t'aider à grimper dans ta vie et à être bien, je te jure que ça devient le petit bisounours d'amour, le chamallow rose. Le maman poule. Ou quand je vois tes messages, des fois je dis attention Fanny, il y a là, ceci, là, ça c'est maman poule parce que je vais quand même vérifier derrière ce qui se passe. Ouais, c'est maman poule. Attention! Là ça va pas. Là faut rectifier le tir. C'est ça fait du bien. Moi je peux que conseiller tes accompagnements, en tout cas pour terminer. Oui. N'hésitez pas à prendre des sessions stratégiques, des appels avec Biba pour voir si elle peut vous accompagner, si ça correspond aussi à votre demande. En tout cas, Biba, merci en tout cas d'être là pour moi, de m'avoir aidé aussi. Et je suis très contente d'avoir fait cette interview. Tu nous en as appris plus sur toi à titre personnel. Et je suis la première femme de ton interview à cœur ouvert. Et la première femme de mes interviews. J'ai interviewé que des hommes. Maintenant, j'ouvre la porte. Il y a la maman coach qui arrive. Maintenant, t'arrêtes avec les hommes. Tu vas vers les... C'est bon, j'ai compris. Non, mais t'es coach pour les femmes, alors interview des femmes aussi, pas que des hommes. Oui.
Mais c'est important Oui. parce que ça fait partie, voilà, ça fait partie, les hommes, ils font partie de notre vie aussi. Donc, Et les hommes que j'interviewe ont une partie féminine oui. très développée. Donc, c'est pas pour rien que j'interviewe ces hommes-là aussi. Parce qu'ils sont bien branchés émotions et du coup, ça fait du bien aux femmes aussi. Voilà. En Allez, tout cas, bisous, à toi, merci. bonne journée. Et puis à tout le monde, passez à l'action. Yes. Allez-y. Ouais, c'est ça. Ciao.